Moi, ce qui m'attire en général chez les éducateurs, des formateurs, c'est des gens qui sont alignés. En fait, quand on est face à quelqu'un qui est parfaitement aligné entre ses émotions, ses désirs, ses sensations, son esprit, on sent que la personne elle est rock solide et on peut la suivre jusqu'au bout du monde et du coup derrière se dépasser. Le comportement des parents va avoir une incidence sur le bien-être de l'enfant. Les enfants, c'est des éponges, ils apprennent par osmose avec nous et donc selon comment nous on se comporte, eux ils vont sentir que c'est ça le bon comportement. Si on résume ça, c'est montrer l'exemple au final, au quotidien. Et c'est pas juste une fois, c'est pas juste « Ah là je fais une sèche pendant 30 jours, je fais un… » Lors des rencontres de la performance à Paris en mars 2026, j'ai eu la chance d'échanger avec mon ami et collègue Vincent Foulonneau sur le sujet du développement des jeunes sportifs. On parle de l'impact du cadre familial sur les enfants, de la vitesse de développement des jeunes ainsi que des pressions de la compétition, leur relation émotionnelle à la nourriture et bien plus. Si tu veux soutenir ce podcast ainsi que ta pratique sportive, je t'invite à découvrir All You Need Nutrition, la marque de compléments de haute qualité made in France pour ceux et celles qui s'entraînent sérieusement. Personnellement, j'utilise toujours leur whey, leur créatine ainsi que leur collagène dans mes shakers d'entraînement et leur night dans ma routine du soir. Utilise le code UPSIDE pour bénéficier de 10% de rabais sur ta prochaine commande. Et si tu veux accéder à près de 200 heures d'enregistrement, de conférences, de tables rondes et de présentations par les plus grands spécialistes de la préparation sportive francophone, clique le lien dans la description pour accéder au pass replay des rencontres de la performance 2026. Et maintenant, sans plus attendre, voilà mon échange avec Vincent Foulonneau. Formation ou performance, quelle priorité pour nos jeunes sportifs? Donc, on n'était pas trop sûr ce que ça voulait dire. Ouais. On allait demander à Julien ce matin au café. Et en gros, c'est l'idée de, quand tu entraînes des jeunes, est-ce qu'on se focalise plutôt sur leur développement à long terme, sur leur formation en tant que sportif, athlète, ou alors est-ce qu'on va chercher à développer leur performance pour qu'ils soient jeunes champions, pour simplifier. Ouais. Pour commencer là-dessus, est-ce que tu peux parler un petit peu de déjà ton background, qu'on ait un petit contexte, et de ta perspective actuelle sur l'entraînement des jeunes, de manière générale? Mon background, tu veux que je me présente? C'est ça. Ok. Du coup, moi je suis un ancien chercheur à l'INSEP dans le domaine du vieillissement et de l'épidémiologie du sport. Et je suis depuis plusieurs années maintenant formateur, enseignant, coach sportif spécialisé en réhabilitation. Et maintenant je suis aussi auteur et j'essaye de vulgariser les trucs, d'être médiateur scientifique, on va dire. Médiateur scientifique, c'est un beau terme. Ouais. L'entraînement chez les jeunes, tu m'as dit juste avant qu'on commence, tu as entraîné des jeunes par le passé, Ouais. mais c'est pas aligné avec ce que tu aimes faire aujourd'hui. Ouais. Tu peux te développer un peu là-dessus? En fait, les jeunes, ils ont, à mon sens, souvent plus besoin de cadres, de structures dans leur approche du sport que le sport lui-même. Alors évidemment, si le jeune il veut devenir un professionnel, par exemple dans le football, parce que j'ai déjà été confronté à ça, il va falloir forcément le faire performer en termes de prépa physique ou que sais-je. Mais c'est surtout en termes d'éducation de valeur que c'est la chose la plus importante, le levier principal. Et du coup, derrière le facteur limitant essentiel, c'est ça. Et là, pour le coup, moi, c'est pas trop dépendant de moi. En tout cas, j'ai pas la branche, j'ai pas la fibre pour ça. C'est plus le rôle, à mon avis, d'un éducateur que d'un entraîneur. Et du coup, on peut transmettre des éléments de prépa physique, on peut transmettre des éléments, des programmations, mais à un enfant, après ça dépend de l'âge, hein, mais là en l'occurrence c'était un gamin qui avait 11 ou 12 ans, qui était au collège, au début du collège. Il a surtout besoin en fait d'un cadre, d'un éducateur qui lui apprend à se construire des valeurs morales par le sport pour ensuite que cela devienne un moteur. C'est-à-dire que devenir un champion, il aura le sentiment d'être une meilleure personne sur le très long terme. Et ça, moi, je ne sais pas faire ça. Ouais, c'est intéressant parce que la manière dont tu l'énonces, on va dire, je le vois d'une manière très très similaire. Je dis toujours, pour moi, l'entraînement chez les jeunes, l'objectif numéro 1, ça doit être leur donner l'envie de s'entraîner en perpétuité. Ouais. C'est-à-dire que, au grand minimum, peu importe ce qui se passe d'autre, on doit faire en sorte, via l'entraînement et l'éducation sportive, parce que c'est ça, vraiment, c'est l'éducation, on doit faire en sorte qu'ils veuillent pour toujours s'entraîner et que ça fasse partie d'eux, de leurs valeurs, parce que ce soit au niveau de la performance, du développement de soi ou simplement de la santé, on sait que ça va être absolument indispensable pour la suite.
Mais tu as dit, c'est pas toi ce qui t'anime le plus et ce que tu arrives à mieux faire. Après, c'est parce que je crois que le langage, le vocabulaire qu'on a envers un enfant n'est pas le même qu'envers un adulte. Moi, j'ai l'habitude de m'adresser à des étudiants qui sortent du bac ou à des adultes. Donc, je sais créer une flamme, ou en tout cas, j'essaye chez des adultes, mais j'ai pas les éléments de langage chez un enfant. Et en plus, il y a quelque chose aussi qui est que euh, j'ai le sentiment, et je me trompe peut-être par rapport à ça, c'est que les enfants ont besoin, il y a forcément une attache affective, j'ai l'impression, à Mhm. l'entraîneur ou à l'éducateur. Et moi, c'est pas quelque chose sur lequel je suis capable de créer un lien affectif avec un enfant ou dans lequel j'ai pas envie de m'engager parce que comme je serais mal à l'aise de faire ça parce que comme je ne maîtrise pas suffisamment la partie rationnelle, eh ben, je me sens pas légitime de créer un lien affectif alors qu'à côté, j'ai pas les épaules pour encadrer la morale de l'enfant et le tenir Mhm. rationnellement. Mhm. Donc, ouais, c'est pour ça que c'est compliqué. Et donc, pour donner un peu de contexte, donc j'ai plusieurs enfants, mais j'ai un fils de 12 ans qui est au collège, qui vient d'entrer au collège. Mais par contre, je n'entraîne pas actuellement des jeunes non plus. Donc, ça va être intéressant de parler de ce sujet dans lequel on n'est pas nécessairement impliqué directement, Ouais, ce qui n'empêche pas d'avoir un avis sur quelque chose, je pense, bien sûr. et d'avoir une discussion. Donc, pour parler du sujet du jour, pour y revenir, la formation versus la performance. Donc, le développement à long terme versus la performance sur le moment. Et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est très vite une discussion qui doit aller au-delà du sport. Oui. Parce qu'on va vite, on a parlé de l'affectif hein, qui va jouer dans les interactions. On peut parler de l'aspect social, on peut parler de l'aspect politique aussi du sport, on peut parler de l'aspect organisationnel de différentes fédérations sportives et de leur fonctionnement vis-à-vis des sélections. Donc très très vite, en fait, ça sort de la sphère sportive Ouais. pour aller vers des choses sur lesquelles on a beaucoup moins d'impact direct au final. Après, si on simplifie l'idée de court terme versus long terme, on choisit toujours le long terme. Donc la question elle est vite répondue. Il faut toujours privilégier la performance sur le long terme. On le fait déjà pour les adultes. Un athlète adulte professionnel qui s'attache à un nouvel entraîneur, l'entraîneur lui dit, bah écoute, on va pas faire une programmation pour performer dans 3 mois ou dans un an. On va essayer de créer quelque chose, un suivi à long terme, une relation de confiance pour aller amener une très haute perf dans 2, 3 ans sur un cycle olympique. Donc pour un enfant, c'est encore plus puissant que ça, puisqu'on sait qu'il est en développement. Ça sert à rien d'aller péter un gamin qui a 12 ans jusqu'à une ultra perf à 16 ans, et puis après il s'effondre, et il n'y a plus personne. Ça n'a aucun sens de faire ça. Et donc là, il y a des voix, on va dire, ou des pressions externes que j'entends qui vont être, par exemple, les parents, parce que les parents vivent souvent au travers de leurs enfants. Ouais, Et j'ai entendu tellement d'histoires, notamment des jeunes qui étaient, par exemple, au collège où est mon fils. Ils ont une section vélo, donc ils font du vélo 4 heures par semaine. D'autres sont en club encore à côté en vélo. Et j'ai entendu des histoires assez horribles de comportements de parents après des courses vis-à-vis de la performance ou de la non-performance de leurs enfants, des attentes des parents envers les enfants parce qu'il faut performer, parce que si tu performes pas maintenant, tu te fais pas sélectionner. Des entraîneurs aussi qui, en fait, voilà, toi tu peux penser long terme. Et pour jouer un peu l'avocat du diable, ouais, mais si on pense long terme et qu'on ne perf pas maintenant, tu ne te fais pas sélectionner, tu ne te fais pas sélectionner, tu n'as aucune chance de développer une carrière à long terme dans ce sport. ouais, après, la question que je me pose, c'est est-ce que tous les grands athlètes professionnels, ils ont performé quand ils étaient jeunes, ou simplement ils étaient tellement talentueux et en plus vivaient dans un cadre, un contexte favorable qui était tellement bon pour eux qu'ils ont naturellement émergé, ils ont été sélectionnés. Mm. Il y a aussi ça, et ça j'ai remarqué ça aussi, c'est que il y a des gens qui veulent que leurs enfants deviennent athlètes professionnels, mais qui sont pas eux-mêmes, euh, sans avoir vécu une carrière d'athlète professionnel, donc ne sont pas dans le monde du sport, et donc ils ne comprennent pas les codes. Et je parle pas des codes moraux, je parle plus des codes de, de, d'entraînement, de discipline, d'horaire, de nourriture. C'est compliqué quand on vit dans une famille de sédentaires qui adore regarder la télévision, boire de l'alcool le dimanche et fumer des bières, enfin avoir un mode de vie. Fumer des bières. Fumer des Comment bières, ouais. tu fumes une bière? Bah, J'ai jamais tu essayé. la fais chauffer. Là, j'ai absolument rien contre ce mode de vie-là, mais simplement les, les athlètes de très haut niveau, quand ils sont jeunes, en général, ils sont encadrés par des gens qui ont un mode de vie extrêmement
adapté pour la performance, pour la récupération. Et c'est compliqué si on n'a pas tous ces éléments de savoir-là pour envoyer son gosse là-dedans. Les parents ne peuvent pas demander à un entraîneur de tout faire à leur place. Ok, je pense que déjà là, on peut avoir un élément intéressant pour peut-être les entraîneurs ou les parents qui écouteraient, de se dire qu'est-ce qu'on peut faire en tant que parent pour créer un environnement pour notre enfant, nos enfants. Pas un environnement de haute performance, c'est pas l'idée, mais quel cadre on peut donner à la maison, quel comportement on peut avoir, quelle routine on peut mettre en place, pour que s'il y a des aspirations, pour que s'il y a un potentiel, et que l'enfant se trouve une voie là-dedans, qu'il ait cette possibilité-là. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que parent à la maison pour faciliter ce développement chez nos enfants, la récupération, etc. Phase 1, aller voir un psy. Ok. Voilà, parce que alors c'est peut-être un truc un peu bizarre ce que je vais dire, mais on a le bac, par exemple, en France, on entre dans la vie adulte à 18 ans, on fait ses études plus ou moins longues, plus ou moins courtes, on chope un job, et en fait, on est un peu en mode, bah maintenant, ça y est, j'ai des relations sociales, je peux payer mon loyer, je gagne de l'argent, j'ai des diplômes, et c'est un peu les éléments qui disent que tu es un adulte de l'extérieur, alors qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui peut-être sont simplement des grands enfants avec de l'argent. Et il s'avère que ces grands enfants, ils oublient à un moment donné de mettre une capote, et il y a un truc qui sort 9 mois plus tard. Et du coup, ils savent pas trop gérer l'espèce de... C'est pas un chien, c'est pas un chat, ça s'appelle un enfant qui est avec eux maintenant. Et donc, du coup, c'est compliqué pour un enfant adulte d'éduquer un enfant, ouais. Donc, je pense que si on se projette dans l'enfant, si on met de la pression sur l'enfant ou qu'on ressent ça et qu'on ne le veut pas nécessairement, la première phase, c'est d'abord d'aller voir un psy pour résoudre ses problématiques personnelles et faire de l'introspection. Je pense que c'est quelque chose de bien à faire, hein. Après, peut-être qu'il y a d'autres véhicules pour y arriver. Et la seconde phase, ça va probablement être de s'entourer correctement. Donc ça veut dire, si au niveau alimentation on n'est pas carré, ça veut dire faire des efforts pour son enfant, euh, pour donner une image, pour donner une structure. Donc ça va être aller voir un nutritionniste, s'entraîner. En fait, dans le sport de haut niveau, les enfants qui sont encadrés, qui ont des parents de haut niveau, c'est parce que leurs parents, ils dorment parfaitement, ou très souvent vraiment mieux que la moyenne. Ils mangent bien, ils ont un cadre de vie très structuré autour du sport. Donc, si les parents d'un jeune enfant qui veut devenir athlète professionnel se mettent à faire du sport, à avoir un mode de vie cadré comme un sportif, sans avoir l'intention de faire des compétitions, je crois sincèrement, j'ai pas de preuve de ça, mais je crois sincèrement, je suis intimement persuadé que ça va aider l'enfant à vivre dans un contexte aidant pour sa propre carrière sportive. Tu as touché sur plusieurs points, le sommeil, la nutrition. Ouais. Je t'avais entendu parler dans un podcast, c'était super intéressant, sur les repas et l'attitude autour du repas, la relation émotionnelle que les parents ont vis-à-vis de l'alimentation. Est-ce que tu peux développer un petit peu quel comportement on peut avoir en tant que parent, en tant que famille, quel cadre on peut mettre en place pour favoriser un lien positif de l'enfant avec la nutrition dès le plus jeune âge? Alors, ça va un peu au-delà de mes compétences. Il y a des aspects socioculturels qui sont reconnus comme étant fondamentaux, comme le fait de simplement passer les repas ensemble. On coupe la télé, on discute entre adultes responsables. Ce qui fait que du coup, l'enfant apprend à être lui-même un adulte responsable, à parler, à s'exprimer. Et il doit aussi il doit sentir que la nourriture, le moment du repas par exemple, c'est un moment d'apaisement où on mange parce qu'on a faim, on discute de façon cordiale, on se cultive, et pas un moment de tension où les gens vident son sac, où il y a du passif-agressif, ou des choses malsaines qu'on voit parfois dans les repas de famille. Euh, Ça, s'il y a des choses à régler, il faut que ce soit réglé à côté par les parents entre eux. Mais je pense que le repas, il y a quelque chose de sacré là-dedans. Et symboliquement, il faut faire en sorte que ça reste précieux. C'est comment dirais-je, ça doit représenter un beau souvenir dans l'enfant qui un jour deviendra un adulte. Ouais, parce on a cette association émotionnelle de l'enfant vis-à-vis du repas, du temps qu'il passe avec sa famille, ses parents, peut-être frères et sœurs. Et ça va avoir un impact plus ou moins grand, mais ça va avoir une incidence sur la manière dont
tactile, interagit avec juste la nourriture en général. C'est ça? Ouais. Et donc, c'est poser un cadre émotionnel positif au final Serein. et sain, serein, autour de la nutrition. Toi, tu fais comment? Bah, exactement comme ça. Et je réfléchissais pendant que tu parlais à ce qu'on faisait avant et ce qu'on fait maintenant. On le fait encore plus maintenant, mais tous les matins, je me réveille, je fais mes étirements. En général, je réveille mon fils à 6h50, une fois que je me suis étiré. Je fais son petit déjeuner, on est ensemble dans la cuisine. Soit il mange son petit déj là, soit il commence à manger son petit déj. Moi, je fais mes œufs, je fais à manger pour ma femme. Et après, quand elle se lève, on se met à la table et on mange ensemble. Et après, il part à l'école. Il est souvent à l'école à midi, mais le soir, on mange toujours ensemble. Et il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'écran. C'est un moment ensemble. Ça nous arrive le week-end, pas la semaine, qu'on mette une petite vidéo de fails à regarder ensemble, on rigole. Mais typiquement, c'est une partie du repas et c'est clairement pas tous les soirs. Mais la majorité du temps, c'est ça. On a une discussion, on débriefe la journée. Qu'est-ce que t'as fait à l'école? Comment ça s'est passé? Ah ouais, on a fait du vélo, on est allé là, on est allé là. Ah ouais, c'était bien, c'était pas bien, tu t'es senti comment? Et on a vraiment une discussion de famille. Et même le week-end, quand on est tous à la maison, bah là, quand il fait beau, on profite des beaux jours. Et puis à midi, bah, on fait à manger, on va se mettre dehors au soleil, puis on se pose, puis on discute, et puis on mange ensemble. Et c'est vraiment toujours un moment qui est positif. Et je pense que ça aide à poser un cadre simple sur la journée déjà. Mm. Et avec cette relation de famille qui est saine, sereine et positive. Et ça, je pense que c'est super puissant. En tout cas, notre fils, à l'heure actuelle, il est très content. Il est très content à l'école, tout se passe bien. Il est content quand il rentre à la maison. Il est content de son rythme de vie. C'est vrai que forcément, moi, d'habiter dans la forêt, maintenant, ça m'a calmé aussi beaucoup. Donc, lui, c'est un miroir. Hein, et pour ça, je suis tout à fait d'accord avec toi aussi, le comportement des parents. Je pense de manière générale, va avoir une grande incidence sur le bien-être de l'enfant. Les enfants, c'est des éponges, ils apprennent par osmose avec nous. Et donc, selon comment nous on se comporte, eh ben, eux, ils vont sentir que c'est ça le bon comportement. Ouais. Et c'est ce qu'ils vont souvent, c'est par mimétisme, ils vont simplement le reproduire. Donc, encore une fois, c'est à nous, les parents, de prendre le comportement de manière exemplaire, ou en tout cas tendre vers l'exemplarité pour qu'ils aient ce modèle au final. Hein. On est les modèles sur lesquels ils vont caler leur comportement, leur développement. Donc ça part du repas, mais c'est tout le reste aussi dans la vie de tous les jours. Du coup, avoir une attitude d'athlète pour que naturellement l'enfant se construise en tant qu'athlète. Ouais. Et je pense que je suis d'accord avec toi dans ce sens-là. Si on résume ça, c'est montrer l'exemple au final, Ouais. au quotidien. Et c'est pas juste une fois, c'est pas juste ah là je fais une sèche pendant 30 jours, je fais un je fais un challenge détox 14 jours. Enfin voilà, je caricature, mais c'est tous les jours. Ouais. Et tous les soirs, on va se coucher à la même heure. On va se coucher. Lynn va souvent se coucher avant même Eve et moi. Eve, il reste debout un petit moment encore. Soit il lit un bouquin, soit il fait ses Rubik's Cube. Moi, je fais mon stretching et puis après, je vais me coucher. Mais à 8h30 au plus tard, typiquement, lui, il est au lit. 9h au plus tard le week-end. Mais il n'y a pas non plus un grand delta entre les deux parce qu'il n'y a pas le week-end, déjà, on ne sort pas. Et on ne fait pas la bringue. Je l'ai assez faite quand j'étais jeune. Et on n'a pas besoin. Et je pense que d'avoir cette routine que, en fait, ça change pas vraiment. Ouais. Et ça donne après la place de faire d'autres trucs. Bah, le week-end, on a plus de temps, on va sortir, on va faire un truc ensemble le week-end, on va même juste aller marcher le chien. Tu vois, c'est des choses bêtes, mais nous, on le fait la semaine avec Lynn quand lui, il est à l'école. Mais le week-end, on le fait avec le petit. Et ça fait qu'on passe 1 heure à marcher dans la forêt, à discuter. Et ça, c'est toujours des moments qui sont super simples, mais qui sont super aussi pour lui, parce que ça, encore une fois, ça nous fait le petit débrief de la semaine. Et je trouve que ces moments on en revient hier à ce qu'on disait avec Laurent, on parlait douleur et souffrance à l'entraînement, et la différence entre les deux. Et on est revenu au fait que la communication, c'était une des clés pour que les choses se passent bien dans la durée. Et je pense que c'est pareil au niveau de la famille et vis-à-vis de l'enfant. Et je pense que on a dérivé un peu du sujet principal, même si je pense que c'est un socle. Hein. C'est le socle au final. Si on parle de la santé comme étant le socle pour la performance, eh ben, le cadre de vie autour de l'enfant, ça va être le socle pour que ce soit de la performance maintenant ou plus tard,
peu importe ce qui se fait à ce niveau-là, ça reste le dénominateur commun, si on veut. Où il y aura de plus grandes chances que ça se fasse de manière pérenne si ce socle existe. Oui. Et donc, les moments de débrief, que ce soit les repas en famille, que ce soit la marche du samedi et du dimanche matin avec le petit ou la famille, et nous, on le fait avec Lynn le soir, souvent, parce que dans la journée, alors, on est souvent ensemble, mais elle a aussi ses activités, moi j'ai les miennes, et donc on parle pas forcément toute la journée. Mais le soir, souvent, c'est débrief. Donc quand on monte dans la chambre, eh ben, on prend une demi-heure, 3/4 d'heure, des fois 1 heure, pour juste discuter de ce qui s'est passé dans la journée, de ce qu'on va faire demain, de quel plan, de quel truc on doit préparer. Et quand on n'a pas cette communication, eh ben, il y a plus de tension, il y a plus de choses, on n'est pas coordonnés, on tire pas dans la même direction. Et donc je pense que ça, c'est vrai aussi avec l'enfant. C'est que si on a ces communications qui sont plus fréquentes, eh ben ça donne la base pour parer à certains trucs qui pourraient émerger, qu'on ne pourrait pas voir si on ne discutait pas. Mais il faut ces petits îlots de stabilité et de tranquillité pour y arriver. Mais c'est rigolo parce que d'un point de vue statistique, quand tu regardes l'enfance des athlètes ou des très grands champions de l'histoire, en fait, l'immense majorité, ils ont quand même vécu dans un cadre, un cocon fait pour le haut niveau, c'est-à-dire, en gros, ils ont des parents qui sont eux-mêmes déjà athlètes, parfois même dans le sport dans lequel ils vont performer. Et il y a des rares cas où c'est des orphelins ou des situations ultra torturées où vous avez un des parents qui était absent ou mauvais et ils se sont transcendés. Mais c'est quand même, faut quand même voir le contexte. C'est combien d'appelés pour combien d'élus, parce qu'en général il y en a beaucoup qui cassent, hein. Et ceux qui réussissent souvent, c'est soit dans l'Union soviétique, qui est quand même un monde particulier, c'est quasiment une mythologie à ce compte-là, soit aux États-Unis, où pour le coup le système pousse à l'excellence dans le domaine du sport, c'est quelque chose qui n'a rien à voir en France. C'est-à-dire que c'est un ascenseur social, on peut devenir respecté et riche et ouais, accompli en tant qu'individu par le sport, alors qu'en France, on peut devenir riche dans certains sports, respecté, bon, plus ou moins, mais à l'heure actuelle... Respecter jusqu'à ce que les JO soient finis. Oui, voilà, c'est ça. Après, les sponsors, c'est ciao, et l'argent, c'est ciao. Et... C'est compliqué. En France, les politiques considèrent que ça reste du divertissement, le sport, donc c'est très compliqué d'ailleurs, et je pense que ça en dit long sur les valeurs. Mais du coup, allez, il y a une toute petite proportion de gens qui se sont construits dans la difficulté, dans l'opposition, et vraiment, c'est rendre service à l'enfant que de lui donner un cadre propice à son développement, et ça va bien au-delà du sport, mais je pense que pour le sport de niveau, c'est ça ce qui compte. Et pour en revenir du coup à la place performance versus long terme, euh, la part, entraîneur, eh ben, alors, encore une fois, je suis peut-être biaisé par rapport à ça, parce que c'est ce que j'ai perçu, c'est les tensions internes que j'ai perçues, mais j'ai jamais rencontré en fait d'enfants qui avaient un cadre naturel de haut niveau, pour moi, au sens des parents qui sont très carrés, qui sont sportifs, qui ne font rien activement pour l'enfant, mais qui passivement lui donnent un cadre excellent. Et j'ai l'impression que naturellement, les éducateurs et prépa physique pour les enfants, pour les jeunes ados, s'ils ont un enfant qui est dans un cadre comme ça, bah, en fait, tout est facile, quoi. Ouais. Un truc que j'avais vu passer sur les réseaux il y a un petit moment, et je crois que c'était peut-être une méta-analyse, ou peut-être c'est pas le bon terme. Ils avaient fait une revue de plein de champs différents. Il y avait le sport, il y avait la musique, il y avait, je crois que c'était les sciences aussi, et il y avait eu peut-être un autre grand domaine de développement. Et en gros, ce qui était ressorti, c'était que ceux qui atteignent les plus hauts niveaux absolus dans leur discipline, c'est typiquement pas ceux qui l'atteignent le plus tôt. C'est-à-dire que ceux qui gravissent très très rapidement les échelons et arrivent à un très haut niveau de performance à un jeune âge, Ouais. vont très très rarement être ceux qui sont les meilleurs à l'âge adulte, ou dans les années après. Et que en gros, pour atteindre le plus haut niveau dans ta discipline, la courbe de développement était un petit peu plus lente. Ce qui peut-être nous tendrait à dire ou à penser, c'est un peu comme le débat de la basse intensité et du sprint interval training. Le sprint interval training, tu progresses très très vite,
mais tes progrès s'aplatissent plus vite, Mm. alors que la basse intensité, ça prend beaucoup plus de temps. Mm. Par contre, ça va beaucoup plus loin. Alors forcément, je caricature, mais l'idée étant, est-ce qu'on peut dire que si on veut que les enfants aient les meilleures chances de performer au plus haut niveau, il faut leur donner le temps d'y arriver? Alors, dans la mesure où, dans l'abstrait, hein, parce que forcément, oui, mais tu comprends, les sélections, c'est à tel âge, s'il ne passe pas les sélections, il ne passera pas à plus haut niveau, ça ferme la porte pour toujours. Donc, si on fait abstraction de ça, du cadre, disons, de la structure du sport en question et du système de sélection, si on fait abstraction de ça, qu'est-ce que tu penses de cette idée que pour atteindre le plus haut niveau, il faut se donner le temps d'y arriver? Oui, je peux être que d'accord avec ça. Pour moi, la question des sélections, c'est un faux problème parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que soit tu es fait pour le truc, en fait, c'est toujours pareil. Tu t'entraînes, tu fais du mieux que tu peux, et si ça passe au jour de sélection, bah, ça passe. Si ça passe pas, bah, tu iras te recycler dans le fromage de chèvre, et puis c'est pas grave. Tu vois? Et on fait des fromages de chèvre, c'est important, ça, que c'est très bon, et il y a des gens qui ont besoin d'en manger pour être heureux dans leur vie. Mais la question de la rampe de lancement et du long terme, Hmm. alors c'est particulier aussi parce qu'en Europe, on est là, oui, il faut développer les enfants gentiment, mais il y a des coins en Asie ou dans d'autres pays en mode, ouais, ben, testo à fond, TRT les mecs, mais il n'est pas en manque de testostérone. Si, 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 si. Et derrière, on se retrouve avec des Carlos Nassar qui font des records du monde à 17 ans. Bon. Donc, et qui continuent de dominer leur sport. Mais en fait, je pense qu'il y a deux aspects. Il y a effectivement ce côté, c'est beaucoup plus compliqué quand tu performes jeune d'avoir une carrière adulte. Il y a aussi cet aspect de prendre le risque de surdévelopper un enfant et de le mettre dans une position d'adulte alors qu'il n'a pas les moyens euh, émotionnel, structurel, rationnel de gérer la posture de champion ou de quasi-champion, Hmm. je pense que ça le détruit intérieurement. Ou en tout cas, ça lui met dans une position de vide intérieur. Et si on prend ça, désolé de te couper, si on prend ça comme, on revient à notre tenant principal, on était plutôt aligné là-dessus au départ, c'est-à-dire que pour l'enfant, on veut avant tout leur donner envie de s'entraîner pour toujours. Ouais. Ça devrait être la ligne directrice, et peu importe les décisions qu'on va prendre, on va toujours les recouper avec ça. Et j'ai entendu des histoires, par exemple d'un jeune notamment qui était dans le même collège que mon fils, qui a fait la section vélo, qui a été très 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 poussé par ses parents pour faire la section, pour faire du club à côté aussi, qui faisait des courses souvent, etc. Et en gros, il a fini le collège, il a posé le vélo et il n'a plus touché. Parce qu'il a été dégoûté en fait de cette activité, parce qu'il a été tellement poussé et c'était trop par rapport à ce que lui était capable de faire. Du point à Philippe, oh non, c'est PTSD. Non, je vais rentrer à pied. C'est bon, ça suffit. Ouais, non, je vais te raconter une anecdote qui n'a rien à voir, mais c'est quand même rigolo. À un moment donné, j'ai fait un spectacle de magie pour des orphelins dans un restaurant. Ah oui, parce que tu n'as pas dit dans ta bio au début que tu étais magicien aussi. J'ai été magicien par le passé, à un moment donné, dans ma vie. Dans quelle vie? Non, il y a longtemps. Je suis vieux, hein, j'ai 38 ans. Et il y a... il y avait comment dire, les encadrants disaient oui, demain mangez bien ce soir parce que demain on a rando. Il y a un gars qui fait oh non, non. Je sais mais pourquoi il est comme ça? Et du coup je suis allé voir l'éducateur parce qu'il fallait que je demande parce qu'il y a des orphelins qui avaient vécu des trucs durs donc je pouvais pas dire certains trucs en fonction des situations. Et du coup il m'a dit non non mais lui il est exempté de rando parce qu'en fait il a marché de ses 9 ans à ses 11 ans du Bangladesh jusqu'à la France. Il a fait toutes les randos de sa vie en un coup. Donc maintenant, il n'a plus envie de marcher et on le laisse tranquille. Tu as fait un bloc de densité de rando. Oui, hein. Ouais, comment réunir le SIT et la zone 2 en même temps? Tu marches pendant 2 ans à haute intensité. Bon, là, du coup, plus sérieusement, il y a un truc aussi que je trouve rigolo, qui est important à comprendre, c'est qu'on ne dit pas du coup qu'il faut ménager les enfants en mode non, tout doux, gentil. Il ne faut pas leur mettre la pression. Parce que du coup, si on reprend par exemple, alors c'est pas la même pédagogie, c'est pas le même contexte socio-culturel, c'est pas le même moment de l'histoire, mais si on reprend Lycurgue, celui qui a écrit les textes administratifs de Sparte, et probablement du coup le scénario de 300, le film. Donc Lycurgue, c'est la Grèce antique, c'est à l'époque des Spartiates. Il disait déjà à l'époque que les adolescents, à cause du bain hormonal, alors je le dis avec mes mots à moi, hein, il n'a pas dit ça comme ça,
mais il fallait les pousser beaucoup plus loin, leur faire plein de trucs en permanence, sinon ils risquaient de faire n'importe quoi. Et donc le fait qu'ils soient dans un bas hormonal, c'est le moment justement pour les pousser à faire plein de trucs, à mettre de l'intensité et à justement construire cette fameuse flamme dont on parle, sans leur mettre de pression. Mhm. Et c'est rigolo parce qu'il a dit ça il y a un moment, c'était il y a plus de 2000 ans, et on en revient toujours à la même chose maintenant, quoi. Mhm. C'est pas mettre la pression sur les jeunes, simplement leur mettre un max d'activité pour qu'ils se construisent en tant qu'adultes. Alors, Il n'y a pas un truc aussi avec les Spartiates où ils balançaient les bébés quand ils n'avaient pas l'air assez. Ça, c'est dans le film. Je sais pas, Dans la vraie vie, je sais plus si c'est vrai, ça. C'est possible, hein. Mais après, encore une fois, c'était pas les mêmes méthodes à la maternité. Moi j'ai une question, alors pas par rapport à la pression qu'on met à l'enfant, mais sur l'hyper spécialisation. Est-ce Ouais. qu'au final, un gamin qui a 10-12 ans, il ne devrait pas être hyper spécialisé, mais avoir des qualités athlétiques générales? Alors, moi j'ai un ancien client, il m'explique que son gamin qui est espoir en natation nage 15 heures par semaine. Et quand je lui dis, tu sais, il faudrait peut-être bien faire un peu de renfort musculaire, il me dit, ah non, c'est dangereux pour lui. Mais est-ce que c'est normal? Enfin, est-ce que C'est dangereux. Est-ce que c'est bien qu'un gamin à 15 ans soit hyper spécialisé? Il me semble avoir lu, mais il y a super longtemps, qu'aux États-Unis, ils se sont rendus compte que les pros qui ont été pluridisciplinaires pendant leurs années d'adolescence, jeunes adultes, se blessaient moins que ceux qui étaient hyper spécialisés. je pense que ça revient à cette idée de rampe de lancement et de pas ralentir. Je pense que tu as bien fait de le dire, c'est pas ralentir le développement du jeune parce qu'on ne veut pas qu'il progresse trop vite. Mais c'est plutôt que de viser la hauteur de la pyramide, on va d'abord viser la taille de la base. Donc, d'où le fait de faire plein d'activités différentes, et de les driver à vouloir explorer différentes choses et qui prennent du plaisir à faire différentes choses. Et peut-être organiquement, ils vont se développer, ils vont trouver leur voie peut-être parce qu'on les avait mis au bobsleigh, mais peut-être qu'en fait c'est des sprinters ou vice-versa. Développer son cardio, c'est pas très compliqué, mais il y a quelques pièges à éviter si tu veux assurer tes progrès. C'est pourquoi je t'ai créé un mini-guide gratuit en 4 vidéos où je t'explique le paradoxe de la haute intensité, comment organiser ta semaine pour avoir les meilleurs résultats, le mensonge des zones cardiaques et comment progresser en cardio sans outils qui coûtent un bras. Retrouve le lien vers mon guide cardio gratuit dans la description du podcast. Ou peut-être que en fait c'est plutôt du cyclisme, Ouais. mais on ne sait pas parce qu'il faut tester en fait. Ouais. Et en plus de ça, le fait d'être pluridisciplinaire, ça te donne cette base athlétique qui, oui, à mon avis, de manière générale, même si la science le dit peut-être pas, que ça va parer à beaucoup de soucis qu'il peut y avoir parce que tu vas être plus résilient. Parce que si tu as fait de la gymnastique, si tu as fait de la lutte, si tu as fait de l'athlé, si tu as fait du vélo, si tu as fait du sport collectif, en fait, au niveau moteur, déjà, c'est tellement riche Ouais. et tellement plus riche qu'un sport que tu vas pouvoir faire avec des répétitions que dans 2 ans, tu n'as plus d'épaule. Je schématise. Je dis pas que la natation, c'est pas bien. Mais je pense que de la natation à outrance à un jeune âge, c'est comme les gamins qui se font faire des opérations au coude parce qu'ils lancent 1000 balles par semaine au baseball. Je veux dire, à un moment donné, si tu as besoin d'opérations quand tu es jeune, c'est qu'il y a un problème de surcharge sur les articulations qui ne sont pas encore matures pour assumer ce genre de contraintes. Donc tout ça pour dire, oui, à mon avis, faire plus de trucs différents, ce sera... Et je pense que le gamin, c'est pas en faisant 2 heures de plus de natation que ça va faire la diff. Je pense que clairement, même faire 3 heures de moins de natation et faire d'autres trucs à la place aura un meilleur impact sur lui que d'aller au ligne sur la natation. Ouais. Pratique centrale et puis à côté tu... Bien sûr, bien sûr. Et encore une fois, à mon avis, ça doit être drivé d'abord par l'enfant. Ouais, C'est-à-dire que depuis toujours, mon fils, il a changé pas mal de sports quand il était jeune. Il a commencé le judo, il a eu sa ceinture jaune. Après, je crois qu'il s'est pris un gros caramel, ça l'a un peu dézingué, il a pas trop aimé. Et ouais, papa, non, j'aime plus trop. J'ai dit, écoute, je t'ai dit, on finit l'année. Tu finis l'année, si l'année prochaine tu veux faire autre chose, il n'y a pas de souci. Tu vas aller au foot, tu vas au foot. Tu vas aller au basket, tu vas au basket. Il a fait du foot, il a fait du judo, il a fait du ping-pong. En vrai, il avait fait des échecs. Je veux dire, fais quelque chose. Je m'en fous ce que tu fais, mais je veux que tu fasses quelque chose. J'ai pas de l'aérox, s'il te plaît. Mais pas. Mais surtout pas de l'aérox. Moi, c'est pas du foot. Ma fille, ça fait 2 fois qu'elle me dit papa, je pourrais. J'ai pas entendu. Ouais. Et non, mais je pense que c'est ça. Il faut que ce soit drivé par l'enfant parce qu'il faut qu'il y ait toujours ce plaisir. Mais il ne faut pas les ménager dans le sens où
on veut pas qu'ils s'envoient, on veut pas qu'ils se poussent, mais il faut que ce soit dans le bon contexte. Ouais. Et que le ressenti positif, si on revient à la conversation d'hier, la douleur, c'est OK, mais la souffrance, il faut la minimiser parce que il n'y a pas de relation positive à la souffrance d'un point de vue psychologique. Et donc, là, le petit, il est rentré il avait sa sortie vélo jeudi après-midi. Il m'a dit, ouais, papa, là, on a fait cette bosse-là, puis après, on a fait ce parcours. Et tout le long, de là à là, j'étais devant Jean. Alors que normalement, Jean, il est toujours devant moi. Et il était super content. Donc, il s'est poussé, il a accroché, il a poussé sur les pédales. Il était tout rouge et tout, et il était content. Tu vois, et c'est ça qu'on veut. Et si je l'avais forcé en septembre dernier, vas-y, il faut que tu sois devant, il faut que tu sois le meilleur et tout, il n'aurait pas eu, déjà, il n'avait pas les cannes, il n'avait pas la caisse, donc ça aurait été contre-productif. Et par contre, là, ça s'est fait organiquement avec le temps. Et maintenant, tu vois qu'il grandit, tu vois qu'il mature, tu vois qu'il y a le bain hormonal dans lequel il se trouve qui lui favorise aussi tout ça. Et après, pour revenir à lui, son comportement, alors je pense l'environnement, le cadre de vie dans lequel on est maintenant, forcément influence les choses. Mon attitude et mon calme, plus qu'avant en tout cas, affectent ça aussi. Mais je suis convaincu que les 10 heures de sport par semaine lui font un bien énorme. Parce qu'il est mieux canalisé en classe, il arrive à se concentrer. Le soir, il rentre, il fait ses devoirs, il joue à sa console, on mange ensemble, il joue au Rubik's Cube, puis après il va dormir. Et il n'a pas de problème pour s'endormir, il s'endort tous les soirs tout seul. Et puis... Et donc mais je pense que c'est ça le cadre en fait qu'on peut leur donner. Carrément, ouais. Ouais. Il y a un... Vas-y. On a rajouté une couche sur ce qu'a dit Ken, parce que tu en avais parlé dans un podcast sur le développement de l'enfant, et tu avais dit que c'était plus intéressant. En fait, il y avait une erreur que de vouloir pousser physiologiquement un enfant trop jeune vers, par exemple, des capacités athlétiques comme le cardio ou la force, trop loin. Là où en fait, ce qui était plus intéressant, je ne veux pas déformer ce que tu as dit, mais de ce que je me rappelle, c'était justement la pluridisciplinarité pour faire un maximum de plasticité cérébrale et lui donner des qualités athlétiques le plus large possible. Et qu'en fait, il a engrangé vraiment beaucoup sur avant 10 ans, quoi, avant 10-12 ans. Et qu'après, quand il commençait à avoir la croissance, là, tu pouvais un peu plus cibler. Et là, en fait, avec la croissance, il allait pouvoir développer des qualités. Ouais, mais là, je trouve qu'il y a... Du coup, ça fait même du sens par rapport à la physio, de ce que je me souviens que tu avais dit. Totalement. Mais en fait, il y a un autre truc aussi, c'est qu'il y a une tension, un paradoxe entre, je pense, le fait que on a probablement raison là-dessus, c'est-à-dire qu'il faut faire de la pluridisciplinarité dans tous les sens et éviter d'être hyper spécialisé. Et c'est opposé un peu avec, par exemple, les grandes écoles de foot, les grandes écoles de rugby, les grandes écoles de basketball ou des très très gros clubs qui ont des très très gros moyens de recrutement, où les gamins ils se retrouvent recrutés à 10 ans et ils font plus que la même chose toute leur vie. Et ça, alors bien sûr, ils ont probablement conscience de ça dans ces clubs-là, mais à la fin des fins, comme la finalité c'est le foot et qu'ils ont un investissement énorme dans ces enfants qui deviennent ensuite des ados et ensuite des professionnels, je sais pas comment le résoudre ça. Parce qu'il y a des sports où c'est OK d'être pluridisciplinaire pendant très longtemps avant de trouver sa voie et de s'exprimer correctement. Et il y a d'autres sports où, comme le foot, où c'est quand même plus compliqué parce que les écoles de haut niveau, elles te demandent un temps, un engagement et elles te mettent une pression de ouf dès un âge qui est, à mon avis, très jeune. Pour rebondir sur cette idée d'âge et aussi sur un des sujets que tu as mentionné, sur l'aspect plasticité, l'aspect mécanique, biomécanique, physiologique, on entend souvent parler des qualités de vitesse qui sont importantes à développer tôt. J'avais entendu un interview récemment que j'avais trouvé super intéressant là-dessus d'un entraîneur d'une équipe professionnelle de cyclisme qui disait que, en gros, dans les jeunes, eux, ils cherchaient des profils qui étaient assez punchy, qui étaient assez explosifs et qui avaient déjà un bon sprint, en disant que, en gros, c'était bien, ça avait plus de sens d'avoir ce profil-là quand ils étaient jeunes et que même s'il manquait un peu d'endurance, sur quelques années d'entraînement avec le volume, ils pouvaient facilement parfaire ce manque-là. Que si les gamins ils étaient déjà un peu trop diesel, déjà très endurants, mais qu'ils n'avaient pas ce punch-là, ça allait être beaucoup plus difficile dans l'autre sens
de venir rajouter 300, 400, 500 watts sur leur Pmax que dans l'autre sens. Qu'est-ce que tu en penses? Ça, pour moi, c'est de la connerie. Ok. Euh, Non, c'était sur YouTube il y a un moment. ça vient du fait qu'on ne sait pas correctement entraîner la force la plupart du temps. Les prépas sont mal formés à l'entraînement de la force. Donc, ils ne savent pas transformer un athlète endurant en athlète endurant avec un peu plus de puissance. Ouais, Alors que c'est plus facile d'avoir un athlète qui est déjà fort physiquement et ouais. lui dire, OK, maintenant tu vas faire beaucoup de cardio et Mais on est d'accord qu'au niveau tissulaire, au niveau physiologique, il y a une tendance des fibres à une plus grande facilité d'adaptation du fort ou du puissant vers l'endurant que Ouais. dans l'autre sens. oui, mais c'est parce qu'on est génétiquement conçu pour ça. C'est ça. C'est ça. En gros, on n'a pas beaucoup de gènes, je me rappelle plus le chiffre, c'est entre 7 et 9 gènes vraiment dédiés à la force. Ouais. Si tu as tous les gènes réunis, alors c'est un peu vraiment de cheater, hein. Tu arrives en mec, vraiment, le gène double cheeseburger, tu soulèves un truc, tu es fort, et tu sais pas pourquoi. Et les gens qui sont très très forts au plus haut niveau dans les domaines de la force, ben, il y a des exemples de ça dans les écoles américaines, c'est incroyable. Il y a des ados, la première fois qu'ils touchent une barre de squat, ils font 200 kilos. Tu vois, mais qu'est-ce que c'est que c'est que ça? Ça, c'est des gens qui ont tous les gènes. Ouais. Et après, ces gens-là, Ouais, c'est les peptides, ça. non, 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 en étant naturel. Et ça, ces gens-là, ensuite, ben, ils peuvent faire n'importe quel sport. En fait, comme ces qualités physiques sont rares et sont la base de l'explosivité, ils peuvent aller dans n'importe quelle direction, sous condition évidemment qu'ils ont le gabarit pour. Alors que, évidemment, si tu as tous les gènes, par exemple, dans le domaine de l'endurance, eh ben, on va peut-être moins te percevoir parce que c'est globalement plus commun, en Ouais. apparence en tout cas. Ouais. Et ensuite, il y a la notion de plasticité, c'est-à-dire que, et ça j'y crois très très fortement, c'est-à-dire que je pense que tu prends un athlète qui est naturellement très endurant et tu l'entraînes toute sa vie en force, t'en fais un monstre. Parce que les gens se sont dit, ah, il est fort, c'est ok, il est moyen fort. Et le type, il s'entraîne jamais en endurance, mais il te fume parce qu'il a 85 de VO2 max naturellement. Et à l'inverse, quelqu'un qui est extrêmement fort physiquement naturellement, qui passe sa vie à faire du cardio, on dit, ouais, il est pas mauvais en cardio, il est ok. Et puis là, tu te rends compte qu'en fait, le type, à chaque fois qu'il soulève une charge, il est titanesque. Et je pense que c'est là que tu fais vraiment des Space Marines et des gens monstrueux en termes sportifs. Ouais. Donc, pour moi, c'est un biais de sélection que de vouloir choisir des enfants avec certaines qualités, sous prétexte qu'en fait, en réalité, et ça c'est une question d'introspection, mais je pense pas qu'ils aient les bons outils pour le développement des athlètes. Ok. Et peut-être pour aller encore un cran plus loin, puisque là on a parlé de la physiologie et de la plasticité, et le fait que comme tu as dit, l'humain favorise le côté endurance parce que c'est ça qui fait la survie de l'humain aussi. Ouais. On survit parce qu'on endure, de manière assez simplifiée. Mais dans un autre sens, si on revient aux compétences motrices et au développement athlétique général, ça a du sens de développer ces qualités de vitesse tôt, cette coordination neuromusculaire, parce que on sait aussi que la plasticité, tu me corriges là-dessus parce que c'est ton domaine clairement, la plasticité notamment au niveau cognitif, au niveau cérébral, au niveau moteur, elle est plus importante quand on est jeune. Et plus on avance dans les années, moins on a de plasticité. Donc, qui dit plus grande plasticité étant jeune, est-ce qu'on pourrait dire on capitalise là-dessus, on essaye d'avoir un maximum de développement de ce côté-là pour avoir les compétences motrices, Ouais. même si elles ne sont pas maximisées d'un point de vue de l'output, mais le fait d'apprendre à bien squatter, d'apprendre à bien faire un mouvement pour que quand les hormones arrivent ou quand le bon moment arrive, on a la plateforme au final sur laquelle on peut exprimer cet output. Mon mentor, celui qui m'a entraîné quand j'étais jeune, il me disait que si tu veux faire l'athlète parfait, c'était quelqu'un qui est agrégé en sport, en éducation physique, c'est un professeur de PS à la faculté qui enseignait aux médecins. Et il me disait que si tu veux faire l'athlète parfait, il faut que ton enfant, tu lui fasses faire du cirque, de l'haltéro, de l'athlétisme et de la natation. Tu veux faire ces 4 choses-là. Alors évidemment, c'est sous condition qu'on n'écoute pas l'enfant. Je dis non, tu fais ça. Ah non, j'ai pas envie. Je m'en fiche. Moi, ce que je veux derrière, c'est que tu envahisses l'Ukraine, ok? Eh ben, si tu fais ces 4 sports-là, tu sommes une quantité phénoménale de coordination différente. Ouais. Le cirque, c'est pas vraiment un sport, mais peu importe. Et ça te fait un athlète qui est vraiment complet en termes de coordination. Ouais. Et alors bon, ça c'est un archétype, mais je pense que simplement, pour revenir à quelque chose de plus simple, la diversification est plus importante que l'intensité. Si on retombe sur ce que tu disais. Ouais. C'est quoi selon vous les qualités qu'un bon accompagnateur d'enfants
bon coach d'enfant, indépendamment du sport, doit avoir, humainement parlant? Un gros biceps. Montre voir tes biceps. Comme ça. Comme ça. Ouais, j'ai une petite idée. Enfin, j'ai mon idée. Et ça revient toujours à ma ligne directrice, qui est qu'on va toujours avoir un upside. On va toujours voir le côté positif des choses, parce qu'on veut toujours qu'il y ait une association positive de l'enfant avec l'activité. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut les traiter comme des bisounours, qu'il ne faut jamais qu'ils se mettent dans le dur, etc. Il faut qu'ils soient confrontés à l'échec aussi, parce que c'est très très formateur. Ouais, sinon, t'en fais des avortons. Sinon, t'en fais des avortons. On veut pas une bande d'avortons. Hein. Exactement. On veut pas une bande d'avortons. Il faut les confronter à l'échec, mais avant ça, à mon avis, il faut instaurer une culture dans laquelle l'échec est valorisé comme plateforme d'apprentissage. Parce qu'en fait, l'échec, tu peux le vivre très bien, comme tu peux le vivre très mal. Hein. Tu essaies de comprendre un nouveau concept, si on parle au très abstrait, tu ne le comprends pas. Bah, la réponse, c'est quoi? Est-ce que tu te renfermes sur toi et puis tu vas te coucher? Ou est-ce que tu réessayes, tu relis, tu revois, tu réétudies différemment, tu vas chercher d'autres sources jusqu'à ce que tu comprennes? Et là, c'est extrêmement gratifiant parce que tu as réussi à dépasser cette limite, mais il y avait de l'échec en cours de route. Donc, à mon avis, c'est mettre un cadre culturel dans lequel l'échec est valorisé, faire en sorte que l'enfant s'amuse avant tout, prenne du plaisir, parce que pour moi, le jeu, l'idée du jeu, et je prends toujours ce que disait Peterson sur le jeu, c'est que le but de jouer, c'est de jouer de telle manière à ce que tu puisses continuer à jouer en perpétuité. De suivre les règles, de jouer comme il faut pour que tu puisses jouer la partie d'après, la partie d'après, la partie d'après pour toujours. C'est ça en fait J'entends du Peterson depuis le début de la tirade. Ah ouais, mais c'est ça. Et Même sur l'échec, il parlait du... En fait, quand tu te jettes à l'eau vers quelque chose de nouveau, si tu reprends un peu en référence la psychologie de Jung avec les archétypes, tu passes pour un fou, pour un joker, tu sais, pour un clown. ouais. Et c'est très particulier de se mettre dans cette position-là. Et si ton entourage t'humilie à chaque fois que tu fais ça, bah en fait, tu vas plus jamais essayer rien de nouveau. En fait. C'est ça. Alors que si tu encourages la nouveauté ou en tout cas la recherche, et en fait, c'est le fait de se mettre dans une position qui est difficile et vers l'échec et d'encourager ça, dire non, mais c'est super, t'as essayé, c'est bien. Et juste encourager ça, pas parce que c'est des bisounours, mais parce que si on encourage ça, ça veut dire qu'ils vont avoir une association positive avec le fait d'essayer, même s'ils n'y arrivent pas. Et c'est ça qui va faire qu'ils pourront conquérir le monde ou l'Ukraine et n'importe quoi. Ouais, alors c'est l'éducation de ouais, mais t'as échoué, donc ça veut dire que c'est... Oui, on a peur de l'échec. C'est pas que tu as échoué qui n'est pas fait pour toi, c'est que tu as échoué, donc ça veut dire qu'en tant qu'individu, tu es qu'un moins que rien. Tu ne mérites pas d'être ici. Tu es arrivé par là, par hasard, et tu ne mérites pas de recevoir mon héritage, donc tu vas sortir d'ici immédiatement. Voilà. Donc ça, c'était un peu ma perspective sur le truc. T'en penses quoi, toi? En fait, je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse. On a tous une sensibilité par rapport à ça. Je pense que c'est très juste ce que tu dis. Moi, pour avoir vécu avec mon mentor, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que moi, ce qui m'attire en général chez des éducateurs, des formateurs, c'est des gens qui sont alignés. Et on en discutera, on en a déjà discuté en podcast. Je vous invite vraiment à regarder ce podcast qu'on a fait avec Sean, qui sortira d'ici quelques temps. Il sera déjà sorti si celui-là sort en podcast. Ok. En fait, quand on est face à quelqu'un qui est parfaitement aligné entre ses émotions, ses désirs, ses sensations, son esprit, on sent que la personne elle est rock solide et on peut la suivre jusqu'au bout du monde et du coup derrière, par confiance en la personne, se dépasser. Parce qu'il y a aussi ça dans le sport, c'est qu'à un moment donné, pour t'entraîner et aller dans le dur, parfois, surtout quand on est enfant, on ne sait pas trop pourquoi est-ce qu'on irait se mettre une mine à un entraînement. Parce que même si on prend du plaisir dans un entraînement, il y a forcément un moment donné où tu prends du plaisir, mais à un moment donné, ça devient difficile. Et la douleur, ouais. Ouais. C'était la discussion d'hier entre douleur et souffrance. Ouais. Douleur étant ça fait mal, mais si tu as une association positive avec, tu vas en ressortir avec quelque chose de positif. Ouais. Souffrance, c'est en fait, il y a un désalignement littéralement entre tes objectifs, pourquoi tu es là, pourquoi on fait la séance, pourquoi j'ai mal en fait. Ouais.
Et c'est ça, c'est cet alignement dont tu parles Mais- au niveau, toi avec la personne référente, ton Ouais. entraîneur, ton mentor, etc. Mais toi envers toi aussi. Ouais. Et savoir aussi, j'imagine, communiquer ça à l'enfant et l'instaurer de manière très simple au départ. Et quand t'as pas de valeur, ou que t'es perdu parce que t'es naïf ou t'es jeune, bah, le fait d'avoir quelqu'un qui est parfaitement aligné, ça te permet de te dépasser, donc de te construire cette flamme. Et donc, pour moi, le fait d'avoir un éducateur qui est aligné, c'est quelque chose de très important. Alors, ça fait peut-être pas tout, mais au moins, ça peut facilement de construire une flamme, à mon avis. Après, c'est pas facile parce que du coup, ça veut dire que ça demande aux éducateurs d'être alignés. Et c'est en soi un chemin de vie. T'en parlais au début, je sais plus si c'était lequel des deux, mais de vivre la discipline à travers ton mentor, en fait. Tu sais, t'as trouvé un exemple qui t'a inspiré en tant qu'enfant. Tu peux prendre l'exemple, par exemple, sur des matières à l'école, tu vois. Mm. Tu détestes les maths parce que t'as eu que des profs dépressifs, Ouais. qui n'ont aucune pédagogie et qui sont psychorigides. Et puis un jour, tu découvres un prof qui est complètement passionné et tu découvres ta propre passion ou ton propre goût pour les maths à travers sa passion à lui. Ouais, c'est exactement ça. Peut-être quelque chose comme ça aussi. Ouais, c'est ça. C'est un phénomène d'empathie peut-être. C'est difficile à expliquer, mais il y a un truc à creuser par rapport à ça. Transmet sa perception. Ouais. Tu sais, c'est comme si c'était un objet, il y avait différentes façons de le voir. Bah, on en revient un peu à l'idée des parents avant et de Ouais. toi, ton comportement et le modèle que tu as dans ta vie de tous les jours. C'est ce que l'enfant va percevoir et c'est l'association qu'il va avoir. Si tu es tout le temps en train de faire la gueule parce que tu es obligé de manger ton brocoli et puis Ah et, non! et puis ton poulet sec et puis ton riz. Et puis que tu jures à chaque fois que tu es à la table, etc., ben, l'enfant il va avoir cette association ou cette relation avec la nourriture. Et si tu as un prof qui est tout le temps misérable, peu importe la discipline, et ben toi tu vas avoir cette association émotionnelle avec cette même discipline. Moi, je fais ça avec les maths, hein, mais parce que depuis que pendant toute ma scolarité, je suis tombé que sur des profs qui m'ont dégoûté. Mm. Tu sais, il y a 20, 30 ans en arrière, on distribuait les notes à la volée. T'avais le prof, il était devant, puis il appelait. Alors, 10, ça c'est bien. Ken, 3. Alors, on a laissé son cerveau à la maison. T'es là. Oh! Il est drôle quand même. Mais je pense qu'il y a vraiment ça, il y a le cadre émotionnel que tu mets, et ça c'est vrai chez les parents, c'est vrai à l'école, parce qu'encore une fois, les enfants, ils n'ont pas de référentiel en fait. Le référentiel, c'est l'environnement dans lequel ils sont. Et c'est les parents à la maison, et c'est l'école, parce que c'est les deux endroits où ils vont passer le plus de temps. Ouais. Et donc c'est aux parents de faire leur boulot de parents, d'être un exemple de ce point de vue-là. Ça ne veut pas dire être parfait, mais ça veut dire tendre vers quelque chose de bien et le montrer par l'action. Et à l'école, à mon avis, c'est la même chose. Et moi, j'ai découvert ça aussi d'un point de vue de l'éducation. Tu sais, on parle toujours des modèles éducatifs, tu as l'école publique, puis après tu as Montessori, et puis tous ces trucs-là. Puis Montessori, c'est supérieur parce que c'est privé, puis c'est mieux, puis philosophiquement, machin et tout. Et en fait, non. Moi, on est revenu en Suisse après le Canada. Le petit, il parlait pas encore français. On l'a mis en école publique, ça s'est très mal passé. Parce que sa prof, surtout, parce qu'elle n'a pas accepté le fait qu'il ne savait pas colorier dans les lignes, il ne savait pas être assis. Déjà, il comprenait, mais il ne parlait pas le français, donc c'était un peu compliqué. Donc, les crises tous les jours après l'école. On a dit, bon, on le met en école privée. Il s'avère qu'il y avait une école Montessori et qui proposait anglais et français dans la même classe, avec 2 encadrants pour une classe. On s'est dit, bon, ben, ça va au moins nous aider à faire la transition. Ça nous a coûté 1 bras et demi, et un foie et un poumon. Mais on l'a fait. Et il s'avère qu'au début, la prof là-bas, c'était pas mieux. C'était vraiment, vraiment pas bien du tout, en fait. Et on a eu beaucoup de chance parce qu'il a juste terminé cette année-là. Et l'année d'après, il y a une autre prof qui a repris sa classe. Et ça a transformé son expérience à l'école et son développement aussi. Il s'avère que les gens qui tenaient l'école, c'était des, je vais même pas utiliser de termes, c'était pas des gens bien. Et donc, en fait, non, c'est pas une histoire de public-privé, c'est une histoire, c'est le prof ou la prof. C'est la personne qui va être chargée de transmettre, et c'est la qualité de cette personne en tant qu'humain et en tant qu'éducateur qui va, à mon avis, avoir une incidence considérable sur la qualité de transmission et ce que va recevoir l'enfant au final. Est-ce que l'enfant va recevoir la positivité et cette relation, encore une fois, émotionnelle positive avec cette matière et les enseignements qui vont avec, ou est-ce que ça va juste être du négatif de par la posture et le comportement négatif du ou de la prof dans ce contexte-là? Quel monde merveilleux on pourrait vivre en tant que société si on vivait dans un monde où les adultes étaient alignés pour guider les enfants. Je pense qu'on va terminer là-dessus. Mm. Merci Vincent.
Merci à toi. Si tu veux apprendre à créer des programmes d'entraînement avec l'IA en quelques clics, je ne peux absolument pas t'aider. Par contre, si tu veux savoir comment créer des programmes personnalisés en endurance pour tes sportifs de A à Z, j'organise chaque année une formation accompagnée sur 12 semaines pour les coachs prépa physique et kinés comme toi qui veulent se former. Clique sur le lien dans la description pour en savoir plus sur le Mastermind et rejoindre la liste d'attente pour le prochain Mastermind Endurance Upside Strength. C'est comme si on était à l'école, mais en distanciel. Ça permet de se former plus rapidement et de la meilleure des façons. La mise en pratique tout de suite, ça quand t'es professionnel, c'est vraiment top. Ça rend les choses beaucoup plus simples quand on se pose devant une feuille pour écrire un programme. Le fait d'essayer de synthétiser toute ma pensée autour de l'endurance sur 12 semaines de formation. Tu as donné aussi une formation qui était pour moi très claire, sans trop d'informations. Tu as un support vidéo, tu as un support écrit, tu as un retour. Le fait aussi d'avoir chaque semaine un chapitre, t'es pas noyé dans une masse d'infos dès le départ. Là, ça arrive au compte-gouttes. La plateforme, elle est intuitive, il y a juste à cliquer, tout est à dispo. Avec les retours qui ont été extrêmement positifs. En termes de formation, sur tout ce que j'ai fait, c'est la meilleure structure que j'ai eue. Pour moi, c'est la meilleure formation que j'ai faite à l'heure actuelle. J'ai rien à dire sur ta formation parce qu'elle est vraiment très bien. Je suis très satisfait. Ça donne toutes les cartes en main d'un point de vue planification de l'endurance. Je travaille plus au hasard. Plus d'assurance et me sentir plus pro dans ce que je proposais. N'importe quel coach qui s'intéresse à l'entraînement, je pense qu'il a tout intérêt à faire ce mastermind. Et c'est via l'échange, via les questions qu'on peut vraiment faire une différence. Et puis cette dynamique qu'on a eue au niveau du groupe et qu'on continue à avoir aussi, franchement c'est top. C'est pas juste des vidéos à regarder, c'est un groupe. Il y a un groupe WhatsApp, il y a un groupe d'échange tous les dimanches soirs où on discute, où on se pose des questions, où on se challenge un petit peu. Le fait d'avoir un groupe, d'avoir les réunions le dimanche, d'avoir vraiment des vrais exercices à faire pratiques. C'est ce suivi-là, en fait, d'avoir ces rendez-vous réguliers, ça aide à s'investir un peu plus. On s'entraide parce que ensemble on va plus loin. Maintenant, avec les connaissances que j'ai au niveau du mastermind, ça me permet aussi de voir tout de suite si on va dans la bonne direction ou non. Je me casse plus la tête, je vais beaucoup plus vite à faire mes programmations. Je vois avec mes clients que tout de suite, en fait, ça fonctionne. Et du coup, c'est plus facile de répondre aux questions, de dire voilà, tu vas faire telle séance, ça va t'apporter à court terme et à long terme ça et ça. Et essayer de maintenir le plus possible cet aspect communautaire, créer une communauté de gens qui veulent réfléchir, qui pensent pas nécessairement tous la même chose, mais qui ont envie de se challenger, de réfléchir et d'avancer pour être meilleurs et essayer de faire un meilleur travail. Avant de te quitter, je voulais t'en dire un petit peu plus sur le sponsor de ce podcast. All You Need Nutrition est une marque de compléments alimentaires de la plus haute qualité made in France. D'ailleurs, quand ils m'ont contacté au début, ma femme, qui est nutritionniste de formation, avait pas mal de questions sur les différentes composantes qu'ils utilisent. Alors on s'est fait un call de près de 2 heures avec Myriam, qui est à l'origine de toute la gamme All You Need. Après l'appel, ma femme était très contente de toutes les réponses que Myriam a pu lui apporter et était plus qu'heureuse de collaborer avec une marque de cette qualité. Et si ma femme dit oui à une marque de compléments alimentaires, moi, je suis les yeux fermés. Personnellement, j'adore leur whey que j'utilise après chaque entraînement en renfo ou alors dans mon yogourt le matin si je veux un peu plus de prot. Elle est pas trop sucrée et le goût cacao est top. En plus, elle se mélange vraiment bien. Leur produit One est génial si tu veux un léger coup de boost, en plus de toutes les vitamines et les minéraux qu'il peut te manquer si tu t'entraînes sérieusement. Ma femme préfère prendre une seule dosette, moi j'en prends 2, alors assure-toi de trouver la dose qui te convient. Mention spéciale pour leur shaker qui est littéralement le meilleur shaker que j'ai utilisé ces 15 dernières années. Ça fait plus de 2 mois qu'on utilise leurs produits et on est vraiment très content de pouvoir travailler avec eux. Alors si tu veux soutenir ce podcast, clique le lien dans la description et découvre toute la gamme All You Need et utilise le code UPSIDE pour bénéficier de 10% de rabais sur ta prochaine commande. Merci et à bientôt pour le prochain épisode.